Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont où en objectif. Vous les envoyez au fur et à mesure. Les roses sont proscrits ici, pas de roses. Les fleuristes, vous allez au large. Pardon, c'est trop facile ici. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler un peu de l'actualité politique gabonaise. Voilà, et j'ai choisi deux thèmes, ok? Je ne sais pas si certains ont vu cette vidéo où, entre guillemets, les opposants sont allés visiter les réalisations, voilà, de Brice Oligui-Nguema. OK? Et deuxièmement, le ministre de la Communication ainsi que la HAC et le ministre d'économie et numérique, voilà, ont fait une sortie pour dire que les influenceurs, les activistes sont désormais reconnus comme animateurs. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, il y aura un maître qui viendra intervenir, voilà, sur ce sujet. Mais je vais d'abord commencer par le premier thème, qui est l'opposition, voilà, gabonaise, entre guillemets au Gabon. L'opposition gabonaise. Voilà, donc, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, hein. Je vais vous mettre la vidéo là pour que vous soyez... Voilà. Comment je vais dire ça? Que vous soyez pas déconnecté, hein, par rapport à ce que je vais dire. Je mets d'abord la vidéo, vous allez écouter. Voilà, elle est là la vidéo. On va écouter. Incroyable. Protocolaire, cette séquence s'impose comme un véritable moment de vérité politique. Elle offre à ces hommes et femmes politiques l'opportunité d'appréhender concrètement la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. Ici, à la cité. Le monsieur qui parle au début là, c'est Manganga Moussavou. Vous connaissez ça, non? Manganga Moussavou. Vous savez que tout ce qui sort dans la bouche de Manganga Moussavou là n'est pas vrai. Vous savez ça, non? Voilà. Quand Manganga Moussavou va à gauche, ou du moins quand les autres vont à gauche, lui il va à droite. Donc c'est Manganga Moussavou qui parle là, hein. On remet. Et concrètement, la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête. Écoutez. Pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. Ici, la phrase, à la Cité de la démocratie, les visiteurs ont pu découvrir un complexe à vocation institutionnelle et événementielle. J'ai participé à la conférence nationale en 90 dans l'ancienne salle et dans l'ancien décor. Et là, c'est tout autre chose et c'est vraiment extraordinaire. L'investissement qui se situe parmi les meilleurs du continent africain incarne une vision affirmée vers le dialogue, la concertation et le rayonnement diplomatique. C'est un énorme projet, c'est un très grand projet qui n'est plus que projet, qui est aujourd'hui réalisation. Et on espère que nous saurons être naturellement conscients de la valeur de l'investissement, de la nécessité de préserver cet investissement dans le temps. Donc j'encourage les pouvoirs publics, les autorités à prendre toute la mesure de la nécessité d'un véritable entretien de ce joyau. Les responsables politiques présents ont ainsi pu constater la portée stratégique d'un tel investissement, tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'image du Gabon à l'international. Je suis très content de ce que je vois.
j'ose espérer que la fin des travaux est pour beaucoup, pour que tous les Gabonais, pas seulement les personnalités, viennent voir ce travail qui a été fait. Un travail qui n'a jamais, à mon sens, été réalisé au Gabon. Et que des choses que nous voyons aussi, on ne les trouve qu'ailleurs. Et donc, félicitations aux grands bâtisseurs. Cette immersion a permis de dépasser les postures et les discours pour confronter les perceptions à la matérialité des réalisations. Je connais la Cité de la démocratie, j'y ai participé à certaines conférences. Ça a toujours été un bel espace, mais là, c'est un relooking qui est à féliciter, c'est très bien. En donnant accès à ces sites à l'ensemble des sensibilités politiques, le président de la République a posé un acte fort, réaffirmant son attachement au principe de transparence, de dialogue et de responsabilité partagée dans la conduite de l'action publique. C'est des grandes réalisations modernes, mais ce sont des trucs à protéger. Donc c'est bien d'avoir ces genres de réalisations, mais il faut savoir les entretenir, faire en sorte que ça continue à faire la merveille du pays. La cité Émeraude, le nouveau cœur administratif de Libreville, s'est offert ce jour dans la continuité de cette visite. Ici, les leaders politiques ont été conduits en ces lieux présentés comme le nouveau pôle administratif et stratégique de la capitale gabonaise. Pensée comme une réponse au défi de modernisation de l'appareil d'État, la cité Émeraude se distingue par une architecture contemporaine. Pour les visiteurs, cette immersion a permis de saisir toute la portée de ce projet structurant, appelé à devenir un levier majeur de modernisation institutionnelle et de dynamisation de la capitale. Je remets. Vous voulez que je puisse remettre la vidéo pour que vous écoutiez encore? Ok. Loin d'un simple exercice protocolaire, cette séquence s'impose comme un véritable moment de vérité. Je vais faire monter, attends. Elle offre à ces hommes et femmes politiques l'opportunité d'appréhender concrètement la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. C'est Manganga Moussavou qui parle là, qui dit rien à voir avec les gens qui étaient là avant. Manganga Moussavou oublie qu'il était vice-président. Son fils était ministre. Lui, en tant que vice-président et ministre, ils n'ont pas songé à construire, à bâtir. Mais c'est lui qui vient dire rien à voir avec ceux-là qui étaient avant. Raison pour laquelle je vous ai dit tantôt, quand les autres vont à gauche, Manganga Moussavou va à droite. C'est un opportuniste. Manganga Moussavou, c'est un opportuniste. Il ne passe qu'à son ventre. Il sait qu'il ne sera jamais président au Gabon. Donc son travail, c'est de faire le jeu du pouvoir pour avoir une place au soleil. Ils vont visiter les bâtisses. Ok, c'est bien beau de construire, de bâtir. Mais depuis que vous construisez, ça fait déjà 2 ans et 3 ans, qu'est-ce qui a déjà changé dans le quotidien des Gabonais? Ou du moins, vos constructions là, les Gabonais, quand ça va finir, ils vont enlever ces journées à l'intérieur. Et ce qui est encore lamentable, c'est que ces soi-disant opposants font la communication de Oligingema. Raison pour laquelle j'ai mis opposition ou soutien déguisé. Parce que dans cette clique-là, Monsieur Bilebizé n'est pas. Monsieur Ondosa n'est pas. L'autre là, le monsieur, la santé ou la simplicité, il n'est pas. Il n'y a que les chercheurs de poste qui sont allés là-bas. Vous faites la communication d'Oligingema. Et Manganga Moussa vous vient parler. C'est lui qui représente la classe politique gabonaise. C'est quoi cette façon de faire? Je vous dis que non, le mal du Gabon, c'est les Gabonais.
Le mal du Gabon, c'est les Gabonais. Les Gabonais ne pensent qu'à eux. Ils ne passent pas l'intérêt général. Après ça, je pense qu'ils ont été reçus par Oligui. C'est normal que vous partez à la présidence et vous soyez reçus par Oligui. Mais quand vous recevez aussi par Oligui, vous reçoit. Vous avez quel poste à responsabilité au Gabon? Dans une république ou bien d'une démocratie, on partage le pouvoir. Mais Oligui a mis tous les ubédistes et les pédégistes à la tête de nos institutions. Vous partez à la présidence pour quoi faire avec Gabonais? Vous partez faire quoi à la présidence? Dites-moi les institutions que nous avons au Gabon là. Il y a quel opposant qui est président à l'Assemblée nationale, ou bien au Sénat, ou bien ministre de l'Intérieur, ou bien je ne comprends pas. Quel opposant? Il n'y a que des ubédistes, pédégistes. N'en parlons même plus de l'Assemblée nationale qui est monochlore. On ne voit que des ubédistes et les pédégistes. Donc vous partez là-bas pour quoi faire? Donc vous partez juste faire le jeu du pouvoir. Oui, vous partez faire le jeu du pouvoir. Ils vous payent. Maintenant, rendez compte à Oligui. Voilà le travail que nous faisons. On vient te rendre compte. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes les communicants d'Oligui Nguema. Et quand vous avez été reçu par Oligui, je n'ai pas aussi vu Lébizé, je n'ai pas aussi vu, comment il s'appelle? Je n'ai pas aussi vu Ondonsima. Ondosa, pardon. Je ne l'ai pas vu. Ou de mettre le simple, la simplicité, ou le simple, qu'on appelle ça le simple ou la simplicité, le jeune monsieur là. En gros, les gens qui ont participé à les élections présidentielles, je n'ai vu personne là-bas. Il n'y a que des opportunistes que j'ai vus à la présidence. Ça, c'est un fait. Mais vous partez visiter ces bâtisses-là, pourquoi faire? Les Gabonais ont besoin des bâtisses. Et ce qui vous intéresse, c'est l'image que vous avez à l'international. Pendant que les Gabonais vivent d'autres réalités dans le pays. Vous, c'est l'international. Vous voulez flatter les autres. On n'a jamais vu ce genre de bâtisse ici, mais à l'international, à l'étranger, oui. Mais ces bâtisses-là servent à quoi aux Gabonais actuellement? Pendant qu'on doit reconstruire notre pays, c'est-à-dire commencer par l'homme gabonais. L'homme gabonais doit être mis au centre de tout. Mais l'homme gabonais est derrière. Il est abandonné à lui-même. On ne le considère pas. Il n'a pas l'eau, il n'a pas l'électricité, il n'a pas la justice sociale, il n'a absolument rien. Vous, ce sont les bâtisses qui vous intéressent. Vous, ce sont les bâtisses. Vous partez visiter. Allez-y dans les quartiers défavorisés. Voir comment les Gabonais vivent. Et vous partez maintenant rendre des comptes à Oligui. Allez-y dans les hôpitaux. Voir comment les Gabonais n'arrivent pas à se soigner parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et d'autres, on leur dit que non, il faut avoir l'argent pour être pris en charge. Allez-y la CLEMGS qui n'arrive même pas à rembourser les médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. Et non des immeubles. On n'a pas besoin de ça. Et où vous êtes allé vérifier, vous allez visiter la cité de la démocratie. Quand Mme Laurence était à l'opposition, quand Jean-Pierre était l'opposition, comme Maman Annie Meyeto, elle était l'opposition, je pense qu'elle est toujours l'opposition, mais elle est maintenant le jeu du pouvoir. Bref, elle sait ce qu'elle fait là-bas. Vous n'avez pas dit ici qu'il y avait les charniers là-bas. Maman Annie Meye. Vous n'avez pas dit ici qu'il y avait les charniers à la cité de la démocratie. Tu vas maintenant visiter la cité de la démocratie. Vous n'avez pas dit qu'il y avait les charniers là-bas. Donc, quand vous partez maintenant visiter là, vous avez oublié qu'il y avait les charniers, qu'on avait enterré nos frères à la cité de la démocratie. Mais ce qui vous intéresse, ce sont les bâtisses, les immeubles. Il n'y avait pas les charniers là-bas, la cité de la démocratie. Là, vous avez oublié. Vous avez oublié qu'il y avait les charniers là-bas. Que vos enfants qui sont tombés en 2016, c'est là-bas qu'on est parti les enterrer. Vous avez oublié. Non, le mal du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Le mal du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. J'ai su ça hier quand j'ai vu cette vidéo. Et il n'y a pas d'opposition. On ne doit pas appeler un opposant une personne au Gabon opposant. Non, 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 non. On doit d'abord regarder ses facultés mentales.
Parce que je pense que les gens qui sont au Gabon, là, ils n'ont pas toute leur tête. Excusez-moi. Ils ne pensent qu'à eux. Leur intérêt. Protéger leur famille. Avoir des postes. Ils ne pensent pas à l'avenir du Gabon. Ni à l'avenir des Gabonais. Depuis qu'Oligny m'a construit ces immeubles, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais jusqu'à aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Vous êtes content de voir des immeubles au point de vous parler de l'international. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Moi, j'aimerais savoir. C'est ça, ma préoccupation. Les immeubles ne m'intéressent pas. Le chômage est toujours en train d'augmenter. La cherté de la vie, n'en parlons plus. Le délestage, n'en parlons plus. Il n'y a pas l'eau, l'électricité. Il n'y a rien. L'insécurité, l'injustice. Les Gabonais qui vivent à la belle étoile. Vous êtes allés casser leur maison à derrière l'Assemblée. D'autres au Vendo, ils n'ont pas de maison, ils sont dans les stades. Dites-moi qu'est-ce qui a changé. La CAM, je n'arrive pas à rembourser. Maintenant, qu'on appelle ça comment? La CAM n'arrive plus à prendre en charge vos médicaments quand vous partez à la pharmacie ou du moins quand vous partez vous soigner. Ils ne font plus rien. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une note qui est sortie. Ils disent maintenant que pour la CLAM GS, il faut être consulté par un médecin qui est reconnu pour être remboursé. Si tu ne vas pas consulter, que tu vas à la pharmacie, tu vas acheter un médicament, la CLAM ne le prend plus en charge. Est-ce que vous savez ça? C'est sorti, oh! Donc, ils ne font que corser les choses. La note est sortie. Donc, ils ont demandé à ce que tous les médecins aillent se déclarer ou je ne sais pas où se recenser ou quoi là. Ils ont demandé ça. La note est sortie. J'ai la note là. Je vais vous la lire si possible, mais elle est très longue. Et maintenant, là, pour être remboursé, il faut être consulté. Tu vas avoir le truc du médecin. Après, tu vas à la pharmacie. Si le médecin est reconnu, ok, on peut te rembourser là. Donc, c'est ce qui se passe maintenant au Gabon. Donc, au lieu que on vous aménage, on ne vous aménage pas, on vous attrape, on vous bâillonne, on vous fout dans les sacs, on vous attache, on vous jette dans l'eau. C'est ce qui se passe au Gabon actuellement là. C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Oligny Nguema est venu proclamer le 29 août 2023. Vu que le coup d'État a commencé le 29, hein, l'affaire du 30 août là, c'est une affabulation. C'est ce qu'on vous a montré, mais ça a commencé le 29. Donc c'est ça la restauration. Où on vient encore vous enfoncer. On vient vous induire en erreur. On vient vous malmener. On vient vous emmerder. On vient vous mentir. On vient vous manipuler. Mais tu n'es pas maudit ici, la grande. Ah, attends. Les modos sont où? Fais d'abord le truc. Accepte le truc là-bas, je t'ajoute comme modo. On dit que j'arrive pas à t'ajouter comment? Fais le truc. Suis-moi. Ça, c'est le vrai compte de princesse, ça. Ça, c'est le compte de qui? Princesse, ça, c'est son vrai compte. Ah, c'est le compte de princesse, ça qui est là, bien, c'est un faux compte. Danéo. Non, ça, c'est un nouveau compte. C'est pas le compte que vous connaissez. Qui vous a enlevé le temps comme Modo? Vous n'êtes pas Modo ici. C'est où, là? C'est moi. Tu ne me... Je vais vous faire monter en même temps, parce que là, c'est des trucs. Dana, c'est bon, tu t'es ajouté? Mais moi, ajoute-moi, il y a beaucoup Dans de le personnes. commentaire. Tu as écrit en bas. Ouais, je viens d'écrire.
Donc, quand maman Annie Yameye va encore venir dire que oh, la politique, c'est pas être opposant, c'est pas l'ennemi. Je n'ai pas dit d'être ennemi. On vous demande ici que tu allais faire quoi? Là-bas où tu as dit qu'il y avait les charniers. Accepte tout là. Suis-moi. Parce que je n'arrive pas à te valider. Je t'ai envoyé la demande. C'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Andrew est monté là, il m'a fait la demande, non, je pense. Ça, c'est qui ça? Hein? Comme je disais tantôt, maman Annie viendra encore dire qu'on ne comprend rien. Allez rencontrer Olivier, ça c'est un fait. Et même là, quand vous partez rencontrer Olivier, vous n'avez aucun poste au Gabon. Olivier n'a pas fait comme dans certaines démocraties, on distribue, voilà, le pouvoir avec l'opposition. Lui-même, il gère tout. Donc, votre rencontre là ne sert absolument à rien. Partez faire le jeu du pouvoir. Mais moi, ce qui me dérange ici, c'est que vous partez visiter les bâtisses d'Oligui pendant que les Gabonais souffrent. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Parce que les 2 ans qu'Olingema a fait en tant que président de la transition, il devait d'abord s'occuper des priorités. Il ne l'a pas fait. Lui, c'est l'international, l'image qu'il a, l'international, qui l'intéresse. C'est ça. Raison pour laquelle il ne veut pas que nous puissions critiquer ou dénoncer. Voilà, maintenant, ils sont maintenant allés dire que non, nous sommes maintenant des animateurs. Les animateurs. On est déjà un métier. Les gens qui nous insultent, activistes de la faim, on est maintenant reconnus en tant qu'animateurs. Et qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est que ils veulent nous rester en justice. Et quand on dit que l'activiste est devenu un métier, on est parti à l'école pour devenir activiste, les gens se lèvent un matin. Voilà, ils viennent dénoncer certaines choses. Tu peux être activiste des enfants battus, tu peux être activiste de la femme battue, tu peux être activiste de l'environnement, tu peux être... Est-ce qu'il y a que l'activisme politique? Il y a tout genre d'activisme. Est-ce que on va à l'école pour être activiste? Comme les médecins vont à l'école, ils ont une déontologie qu'ils doivent respecter. On leur demande, voilà, quand tu finis de faire l'école, ils vont faire quoi? Prêter serment, c'est ça, hein? Ils vont faire leur serment en disant que non, on va respecter ça, on va respecter ça. Mais nous, on a fait ça où et quand on dit maintenant que nous sommes déjà des animateurs, nous sommes déjà un métier. C'est ça là. Parce qu'Oligui va que nous puissions parler. À un moment donné, il faut un moment changer votre façon de faire. Le mal du Gabon, c'est les Gabonais. Il n'y a pas une réelle opposition au Gabon. Si ce sont les gens qui sont allés visiter les réalisations d'Oligui, ce ne sont pas des opposants. Ils font le jeu du pouvoir. C'est les gens qui attendent des postes. Demain, après-demain, je vous dis ça au A. Vous attendez des postes. Et vous faites la communication d'Oligui. Parce qu'un opposant ne peut pas aller visiter les choses comme ça. Sachant que vous connaissez les réalités des Gabonais. C'est que les Gabonais vivent. La dette a augmenté, vous ne parlez pas de ça. La dette. Le taux est déjà à 76%, bientôt 80%. Le Gabon sera maintenant en cessation de paiement. Vous ne parlez pas de ça. Ce qui vous intéresse, c'est pour aller visiter les immeubles. Vous n'êtes pas d'opposition, vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes des aplavantistes, vous êtes des prostituées politiques, c'est ce que vous êtes. Vous faites juste le jeu du pouvoir, parce que vous cherchez des postes. Et c'est une honte. C'est ce que vous êtes. Je n'ai pas une autre qualification. Voilà. Princesse Dana, prenez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ne vais pas être longue. Hein. C'est... enfin... Si je dis même que c'est choquant, c'est que vraiment ça nous affecte ou bien quoi. C'est juste déplorable en fait. Faut reconnaître, faut savoir que ceux qui sont allés à la rencontre d'Oligui, c'est après leur passage que cette rencontre s'est transformée en dialogue entre
l'opposition et le président de la République. Avant que ces individus n'aillent à la présidence, ils n'avaient pas d'objet, ils n'avaient pas de... voilà, vous êtes invité à venir discuter avec le président. Chacun individuellement a reçu l'appel. Je sais pas des histoires de caché. Hein. Je pense qu'il y a une ou deux personnes qui étaient là-bas. Ils ont fait un récit. Donc, je m'appuie sur le récit qui a été fait en public pour faire mon analyse. Il y a une dame qui s'est levée pour faire une interview. Elle a accordé une interview en disant qu'elle était à Port-Gentil. Elle était en train de travailler sur ses contrats, etc. Et elle a reçu l'appel du protocole pour dire que vous êtes attendu à la présidence. Jusqu'à quand elle est arrivée, elle pensait en réalité qu'on l'appelait par rapport à son travail. Peut-être, je sais pas, pour lui donner un poste ou bien pour discuter des contrats qu'elle a, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que en partant de chez elle pour la présidence de la République, c'était pour un but qui était autre que celui du dialogue entre opposants et celui qui détient le pouvoir aujourd'hui. Pour ne pas la citer, il s'agit de Marlène. Là, je prends le cas de Marlène. Marlène est partie. Marlène a son parti politique. Donc, même si après la rencontre se transforme en parti de l'opposition qui discute avec le président, Marlène, elle en a tout à fait le droit. C'est clair. Marlène n'est plus aujourd'hui avec EPG ou bien elle n'est plus sympathisante de EPG. Il y a eu une séparation. Ça, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne le cas de maman Annie Léa Meillé, je suis vraiment déçue. Mais alors là, Annie Léa, tu vas m'excuser, mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Maman Annie Léa, je me souviens en 2023, après le coup d'État, il était difficile pour toi de monter sur les panels pour t'exprimer. Pourquoi? Parce que les Gabonais t'avaient collé une étiquette. Les Gabonais connaissent ton parcours politique. Les Gabonais savent que tu as été avec Mbaobam. Tu es parti de chez Mbaobam. Tu t'es retrouvé avec les gens de l'Union nationale. Tu es parti de là-bas. Tu t'es retrouvé. Oui. Et puis, à quelques mois de la présidentielle de 2023, pendant que les Gabonais savaient que c'est toi qui avais la liste des personnes qui sont tombées au QG de Jean-Ping, parce que cette liste-là, à la fin du compte, c'est toi qui l'as. Parce que c'est toi qui es venu dire devant les Gabonais, c'est toi qui avais présenté. Je pense que cette interview-là existe encore sur les réseaux sociaux. C'est maman Annie Léa qui avait la liste des Gabonais tombés au QG de Jean-Ping. Alors, je ne sais pas, près de 1 an ou 1 an et demi avant l'élection présidentielle, tu es parti de l'opposition, tu as été nommée comme directrice du CEC, un truc comme ça, du CES, un truc comme ça. Économique et social, là. Voilà. Avec un Domozorini. Tu avais déjà été critiqué pour ça. Les gens se sont dit que comment est-ce que maman Annie Léa Meillé, qui était une actrice principale des événements de 2016, peut se lever pour aller à un moment donné se mettre avec le pouvoir et obtenir des postes en oubliant les dénonciations, les revendications qui étaient sa leitmotiv à l'époque. Donc en 2023, quand tu apparaissais sur les panels TikTok, parce que maman Annie Léa Meillé, elle venait faire les lives avec nous. Oui, je me rappelle. Donc, les Gabonais ne voulaient même pas t'écouter parler. Nous avons bataillé fort pour que, quand tu montes sur les lives, les Gabonais ne viennent pas t'attaquer. Elle était dans la même situation que Baltig. Baltig, je me permets de citer son nom aujourd'hui. Voilà deux individus dont personne ne voulait écouter le son de la voix. Nous nous sommes battus. On a dit que les individus changent. Peut-être qu'à un moment, ils se sont égarés. Peut-être qu'à un moment, ils ont fait des choses qu'on peut leur reprocher. Mais aujourd'hui, ils sont là avec nous. On va écouter qu'ils sont même avec nous ou pas. S'ils ont quelque chose à dire, on va écouter ce qu'ils ont à dire. On a mis de côté tout ce qui s'était passé là. Tout ce que les Gabonais te reprochaient, maman Annie. Maman Annie.
C'est méchant. Là, je parle avec le cœur. C'est méchant. C'est méchant dans la mesure où tu t'es allié avec Alain-Claude Bilibizé. Tu es membre de EPG. Donc, si Oligui t'appelle, ce n'est pas mauvais qu'Oligui t'appelle. Parce que il y a la sanction qui est arrivée. Donc, je fais des analyses en fonction des éléments qui sont publics. Si Oligui t'appelle, sachant que tu appartiens à une corporation politique, que tu as signé une fiche d'adhésion à EPG, tu aurais dû te référer au président Alain-Claude. Parce que tu es dans son parti. La discipline du parti, qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Quand l'EPG est parti porter plainte à la HAC, elle était. Elle était. Voilà, vas-y. Elle était, maman Aniléa, tu étais. Quand Oligui t'a appelé, ou bien quand le protocole d'État, hein, les gens qui font le protocole d'Oligui là, quand ils t'ont appelé pour te rendre à la présidence, est-ce que tu as consulté ton parti politique? Parce que tu appartiens à un parti politique. Est-ce que tu as consulté ton parti politique? Non. Quand Oligui, si jamais Oligui t'a dit que Maman Aninela Meye vient à la présidence parce que moi je reçois les opposants, les partis politiques, tu as dit oui à Oligui sur quelle base? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas un parti politique. Non, tu es membre d'un parti politique. Quand Oligui t'appelle pour venir discuter, toi quand tu te lèves, kounya, tu pars à la présidence, c'est pour représenter qui? EPG, Alain-Claude Bilibizé. Mais si c'était dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas référé au parti politique pour qu'ils te donnent leur approbation, leur bénédiction pour que tu ailles à la rencontre d'Oligui? C'est quoi en bas? C'est quoi en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Les gens cherchent les postes. Mais on va arriver à cette conclusion-là. Que moi, je suis complètement choquée de constater que, donc, vous nous utilisez, vous venez sur nos panels, vous faites comme si vous êtes avec nous parce que vous voulez vous vendre. Et c'est dangereux parce que vous avez vos enfants. Faites-le avec vos enfants, en fait. Ne profitez pas. Ne profitez pas de nous. Non. Parce que tu as repris une certaine visibilité, une certaine crédibilité, parce que nous t'avons offert nos panels. Parce que nous nous sommes alliés à toi, parce que nous avons accepté je sais pas, d'être assimilés à toi. Et elle a validé la rupture. Petits calculs de petits boutiquiers, de petits vendeurs. Quand on va dire on va parler comme ça, on va dire que non, on est impoli, on ne respecte pas les grandes personnes. Maman, c'est pas bien. Tu ne peux pas aller rencontrer Oligui alors que tu appartiens à un parti politique qui n'a pas donné son approbation, qui n'a pas donné son accord pour que tu ailles rencontrer Oligui. On va dire que, oh non, donc vous essayez une dictature. C'est pas la dictature. Il y a une discipline de parti. Est-ce que vous faites c'est dangereux? Parce que EPG souffre déjà du fait que certains disent que le président Alain-Claude Bilibizé fait des micmacs avec Oligui, qu'il n'est pas transparent, qu'il n'est pas honnête, que c'est une opposition de façade. Mais quand vous posez de tels actes, quelle est l'image que vous renvoyez? Que oui, effectivement, le président Alain-Claude Bilibizé, dans le secret, il permet à ce que un tel aille rencontrer le président, un tel aille se faire une petite place au soleil, et il fait semblant derrière après pour dire que il est dans l'opposition. Ne faites pas ça. Je ne vois pas la grande. Je ne vois pas. Pourquoi vous faites ça? Il n'a qu'à Et ce qui me choque le plus, c'est que Oligui a fini par comprendre que ses propres alliés n'arrivent plus à faire sa communication. Ils sont vomis des Gabonais. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit à comment faire passer son populisme. Vous qui avez dit ici que
Oligui, c'est un populiste. Oligui, c'est pas quelqu'un de confiance. Oligui, c'est un fourbe. Oligui vous appelle dans sa stratégie de populisme. Il a des problèmes avec car powership. Et c'est vous qu'il prend pour venir taire l'affaire de car powership, qui est une situation grave. Il vous prend pour faire de vous ses communicants. Il vous met devant la télévision et il vous dit de bon de parler pour vous humilier, pour faire sa propagande. Et vous vous retrouvez devant les caméras, mais quand on te tend le micro, maman Annie, même si tu étais parti pour une raison personnelle et que là-bas tu t'es rendu compte que finalement, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Mais quand on te tend le micro, pourquoi tu ne dis pas à ceux qui te tendent le micro que moi j'appartiens à une corporation, à un parti politique, je ne peux pas m'exprimer parce que mon image est associée à celle de EPG et ce n'est pas EPG qui m'a envoyé ici. Pourquoi à ce moment-là, tu ne refuses pas de prendre le micro? Et vous prenez le micro pour dire quoi? Vous prenez le micro pour dire quoi? Vous prenez le micro pour dire que, ouais, des énormes bâtisses, des belles bâtisses, etc., etc. Quand même vous savez que... Quand ils sont sortis de la présidence, elle dit qu'elle est satisfaite des propos d'Oligui. Là, c'est autre chose. Il y a deux vidéos. Il y a la vidéo des bâtisses et il y a la vidéo qui ont été reçues par Oligui. Elle est sortie, on l'a interrogée, elle a dit que non, elle est satisfaite. Tu veux que je mette ça, hein? Mais on va écouter. Maman Annie même avait dit ici, tu te rappelles, qu'elle a son agenda politique. Elle avait dit ça ici, tu te rappelles, quand on voulait l'écouter pour lui demander, mais maman, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu quittes en fait, ping, tu vas maintenant te retrouver en tant que présidente ou de... Elle était quoi? Conseillère, hein? Ou directrice de la CNSS, ou je sais pas, c'est de quoi, la conseil communique, quoi, de Mozoreni. Elle a dit que non, elle ne va pas rester comme ça. Il faudrait qu'elle évolue. Parce que pendant que les autres vont voir les dirigeants, elle est derrière. Donc, elle doit aussi avoir quelque chose dans sa vie. Elle avait dit ça ici, hein? Je me rappelle, dans mon live. Donc, ça ne m'étonne pas que Mali les aime. Dans ce cas, frayez-vous vos chemins. Moi, je comprends en réalité que maman Annie, tu n'as jamais été avec Billy Bizet parce que tu avais un combat pour le Gabon, pour dénoncer ce qui est fait de travers, etc., etc. C'était une façon de te rapprocher, d'avoir une certaine visibilité et d'être contacté. Parce que si tu étais resté depuis 2023 que on t'avait enlevé au CES là-bas, si tu étais resté dans ton coin, sans te mêler à la vie politique après 2023, Oligui ne t'aurait pas appelé. C'est des petits calculs très malsains, ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Allez-y vous salir. Et après cette rencontre-là, tu aurais dû faire une déclaration pour dire que je ne suis pas allé à la rencontre d'Oligui au nom de EPG ou bien je n'ai pas été envoyé par le président Alain-Claude Bilibizé. Je suis allé en tant que moi, Madame Annie Meillet. Il fallait apporter cette précision. Et c'est maintenant au parti de faire toute une déclaration pour venir te honnir sur la place publique. Mais à un moment donné, respectez vos âges. Dans la continuité de la dynamique engagée Je mets de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit avec constance son initiative de concertation avec l'ensemble des forces politiques nationales dans un esprit d'inclusivité, de cohésion et de responsabilité. J'ai posé une question cruciale tout à l'heure, princesse. On va même très loin. Quand Oligui Nguema reçoit des opposants, dites-moi, le Gabon a des institutions, hein, Ghana? On a des institutions, non? Ces institutions-là sont dirigées par qui? Parce que dans une démocratie, on partage le pouvoir avec l'opposition. Est-ce que c'est le cas au Gabon? Quand on reçoit ces gens-là, ils ont quelle pose? Ils servent à quoi en fait? Dans l'affaire politique gabonais, ils servent à quoi? Hein? Ils servent juste à faire le jeu du pouvoir. Ils vont juste rencontrer Oligui, dire que non, on fait le bon travail. Hein? Parce qu'ils ne voient pas en fait leur
Partagée. Leur utilité. Cadre d'échange franc et participatif, cette série d'audiences accordées pendant 2 jours aux formations politiques est la démonstration que le chef de l'État réaffirme sa volonté de consolider un dialogue politique ouvert, fondé sur l'écoute mutuelle et la prise en compte de toutes les sensibilités. Nous avons échangé sur toutes les questions d'actualité, mais surtout les questions qui touchent la politique économique, la politique sociale du pays. Et nous lui avons fait part du sentiment du parti de certaines questions, de certaines Qui parle là? C'est le PDG, le monsieur du PDG là. Il faut aussi savoir qu'il y a 2 PDG. Il y a le PDG d'Ali et le PDG de Blaise Wembe. Là, c'est le PDG de Blaise Wembe et Julien Goma qui sont allés à la rencontre d'Oligui. Et c'est lui qui parle. Dans la position du parti, nous lui laissons le soin d'en faire ce qu'il pense être utile, mais nous sommes fiers d'avoir pu être écoutés par le président de la République et d'avoir donné notre sentiment sur toutes les questions évoquées. Cette démarche qui s'inscrit au cœur de son action illustre bel et bien son attachement à une gouvernance participative orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Dans ce cadre, les différentes composantes de la classe politique ont été reçues tour à tour dans un climat empreint de franchise et de respect républicain. Il a voulu nous entendre tous dans un discours de franchise pour que chacun essaye de lui donner sa lecture de la situation de notre pays, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, des réalités des Gabonais. Sans détour, les acteurs ont exprimé leurs analyses, préoccupations et propositions sur les grandes questions d'actualité. Mais il faut voir que je parle à Marlène, ou bien je l'appelle. Finis d'abord, après tu vas lui parler, s'il te plaît, papa. Finis d'abord Le chef de l'État, fidèle à son approche d'écoute active, a accordé une attention à ses contributions, favorisant ainsi des échanges approfondis sur les enjeux liés à la vie de la nation. La discussion a été ouverte, nous nous sommes exprimés librement et lui aussi nous a donné des réponses qui ont permis de faire en sorte que nous comprenions sa démarche, mais que nous soyons là disponibles pour lui donner aussi nos orientations. Je sors de là satisfaite de l'entretien. C'est toujours important de discuter. Maman Annie. Lui donner aussi nos orientations. Je sors de là satisfaite de l'entretien. C'est toujours important de discuter. Ça permet de connaître les points de vue des uns et des autres. Et puis nous avons insisté que c'est pas parce que nous ne sommes pas du même bord politique que nous sommes des adversaires ou des ennemis. Mais nous sommes des Gabonais et des patriotes. C'est l'intérêt du Gabon qui est avant tout important pour nous. Ces rencontres ont permis d'examiner avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels le pays est confronté, tout en identifiant les pistes d'amélioration concrètes en faveur du bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Il a vraiment insisté sur la nécessité pour les Gabonais de s'engager effectivement dans le domaine entrepreneurial parce qu'il constate qu'il y a des fonds qui sont mis à disposition mais qui ne sont pas utilisés par les Gabonais parce que malheureusement, pour certains, ils ont peur, pour d'autres, ils ne veulent pas s'engager dans le sens, par exemple, des emprunts qui peuvent les amener à véritablement matérialiser leurs projets entrepreneuriaux. Il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place et puis je crois que d'ici quelques temps, les résultats seront visibles. En multipliant ces cadres de concertation, le président de la République fait la démonstration d'une ouverture d'esprit constante et d'une volonté affirmée de fédérer l'ensemble des forces vives autour d'un objectif commun, à savoir le développement harmonieux et durable de la maison Gabon. Vous avez entendu, Dana, si je parle, c'est pas bon, il faut que je l'appelle. Mais non, c'est pas que s'il faut que tu l'appelles, il faut dire les termes. C'est pas que on doit parler des uns et pas parler des autres. Marlène, oui, tu fais de la politique, mais ce que tu fais là, moi je suis pas d'accord. Donc tu t'es collé à Bilébizé pour avoir une place au soleil. Tu t'es frotté à Bilébizé pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et maintenant tu vas à la présidence comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu es déjà une actrice politique. Ça, c'est pas bon. Et les Gabonais ne vont pas respecter les gens comme nous, ou du moins d'autres, qui voudront aussi être aussi des acteurs politiques. Parce qu'on saura que nous, on cherche une place au soleil.
On veut aussi le mangement. Parce que la Marlène que j'ai vue lors de l'élection présidentielle, c'est pas la même Marlène que je vois aujourd'hui. C'est pas la même. Ou bien tu avais déjà tes intentions, tu avais déjà aussi ton agenda politique comme maman ni les médias, son agenda politique. Donc vous ne pensez qu'à vous. Vous demandez à aller construire le Gabon avec Kibili, avec Oligui Nguema. Oligui Nguema qui est venu mentir les Gabonais le 30 août. Tout ce qu'il fait, il n'y a que mensonge. On va construire quoi avec un manipulateur menteur? On fait quoi avec? Donc c'est Oligui Nguema qui a le bâton. Il doit dire l'opposition, allez à gauche. Vous aussi, vous allez à gauche. Quand il dit d'aller à droite, vous allez à droite. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'opposition au Gabon. Vous voyez le jeu du pouvoir. Parce qu'un opposant ne peut pas suivre la directive d'un chef d'État. Si ça ne va pas dans le sens du peuple, je parle bien, pour ne pas être injuste. Mais tout ce qu'Oligui fait aujourd'hui ne va pas dans le sens du peuple. Vous allez visiter les soi-disant baptistes qui nous apportent rien actuellement là. Même les gens qui sont même employés là-bas, on ne sait pas combien ils gagnent et combien de Gabonais il y a dans ces trucs-là. Et ce qui me choque, c'est que vous êtes allé construire la cité de la démocratie où il y avait les charniers. Ce coin-là devait être scellé depuis. Ce coin-là, ça devait être scellé. Parce que vous avez dit à l'opposition, maman Ali, tu as la liste des Gabonais qui sont tombés. Vous avez dit que non, on enterrait vos frères, vos enfants là-bas. Mais tu es parti visiter. Et vous avez été reçu par Oligui aujourd'hui pour aller discuter des affaires politiques. Mais vous avez quelle force, ou du moins vous avez quelle contenance? Vous n'avez aucun poste. Vous ne gérez pas le Gabon avec Oligui. Donc votre travail, c'est juste de dire Oligui, maintenant, faut faire ça. Voilà, on a constaté ça. Vous avez maintenant des communicants, ou du moins des conseillers. Mais le Phénix, c'est même contradictoire. Parce que le reportage nous dit que ils sont allés discuter de l'actualité politique du pays, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on leur tend le micro, quels sont les commentaires qu'ils font? Non, nous sommes allés visiter la cité de la démocratie et nous constatons que c'est des joyaux. À quel moment vous avez parlé de l'actualité politique? Non, il y a deux. La première vidéo, ils sont allés visiter, mais ça que je t'ai mis là, c'est quand ils ont rencontré Oligui. Mais ils se sont dit, mais c'est ça, en fait, c'est ça, parce que il y a un récit qui nous est fait. Oui. Ils sont allés discuter de l'actualité politique. Dans ce qu'ils relèvent comme propos là, dans ce qu'ils disent là, à quel moment ils parlent des problèmes du Gabon? C'est-à-dire que la coupure des réseaux sociaux, le cas de la CNAMGS aujourd'hui, le fait de Genvor, pardon, je parle même de Genvor, comment on appelle ça, Car Powership, à quel moment il parle de ça? Je vais vous dire une chose, parce que vous allez penser que c'est comme un cercle, c'est comme une secte, et puis on interdit à certains d'aller rencontrer le président. Non, on n'interdit pas aux gens d'aller rencontrer le président, sauf que on dit qu'il y a un cadre. Je vous prends la dernière rencontre de Billy Bizet et du président Oligui. Billy Bizet est allé demander à Oligui de surseoir ou de reporter l'élection législative. C'est un débat qui intéressait l'ensemble des Gabonais. On allait à une élection législative et les conditions pour aller à cette élection-là n'étaient pas réunies. Et Billy Bizet est allé rencontrer le président de la République pour dire que, puisque les conditions ne sont pas réunies, puisque nous notons avant même le scrutin des anomalies, il serait préférable de surseoir ou de reporter cette élection. Voilà pourquoi Billy Bizet était allé rencontrer le président. Si on pose la question aux individus, je ne parle même pas de Maranga Moussavou. Papa, moi je ne veux même pas parler de toi parce que j'ai pas de toi, c'est seulement le manquement que je vais t'emmener. Voilà un individu qui va, on lui tend le micro, il dit que nous sommes allés là-bas pour dire au président que nous nous mettons à sa disposition. Si jamais il a besoin de quoi, je ne sais pas trop quoi, nous sommes disponibles. C'est clair en fait. C'est des gens qui cherchent à obtenir un poste. Or, vous avez occupé des postes depuis l'époque d'Omar jusqu'à Oligui. Maintenant encore, vous voulez encore occuper des postes. Vous n'allez là-bas que pour vos ventres. Vous ne pensez pas au Gabon. Oh, c'est triste, hein. J'ai parfois m'arrêter sur Maranga Moussavou parce que papa Maranga Moussavou, si je parle de toi, c'est le manquement seulement que je vais emmener. Je préfère ne pas parler de lui. Dana.
tout cas, bonjour. Je Ma voulais femme. d'abord Joyeux vous anniversaire remercier. encore. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est l'anniversaire de Dana. Elle a 40 ans. Elle a eu ses 40 ans le 19 de ce mois. Donc, que Dieu lui donne beaucoup de grâce. Voilà, le bonheur, etc., etc. Surtout la santé, elle est très importante. Vas-y. Merci. Je prends ce temps-là pour vous remercier, Princesse et toi et les autres qui n'êtes pas sur le live. C'est hier, quand je suis rentrée du restaurant, on était en famille avec des amis. Donc j'ai regardé ça à minuit, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup. Les mots étaient tellement profonds. Merci à Princesse, merci à toi, merci à Mwanga, merci à Rekula et aux autres personnes qui sont pas forcément dans notre milieu, mais qui sont très très proches de moi. C'est vraiment des mots, je suis vraiment reconnaissante. Merci pour le temps, l'affection. C'était vraiment très particulier. Là, moi, c'est là, Vraiment tu as fini de me faire les statuts visés. Maintenant, tu vas dire que non, j'ai beaucoup Pardon, s'il te plaît, ferme le pleuré. micro de cette intervenante. Écoutez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous savez, je n'ai peut-être pas de chance parce que, merci beaucoup pour les cadeaux, parce que tous mes parrains politiques, soit ils se retrouvent avec le système ou le régime. C'est vraiment, j'ai beaucoup de peine de venir sur le live parler de Madame Anilia. Vous savez que c'est une marraine politique pour moi. Et quand la situation s'est passée, elle est rentrée en contact avec moi. Je n'ai pas vu l'actualité sur les réseaux sociaux parce que j'ai désactivé mon compte. Vous-même, vous savez ce qu'Oligui nous fait vivre ces derniers temps. Donc, tous on est en autarcie. Et elle a tenu un peu à m'expliquer ce qui s'était passé. Elle m'avait dit qu'elle devait aller, donc hier, rencontrer le parti et qu'ils allaient statuer. Et bon, je vous passe les détails. Elle connaît mon avis sur cette question-là. Je lui ai donné mon avis parce que c'est même elle qui m'a envoyé justement le communiqué de la décision du parti. Je l'ai eu à peine même avant de rentrer dans le live là et tout. Je lui ai donné mon avis parce que hier, je n'avais pas le temps. C'était ma journée là. Et je lui ai donné mon avis par rapport à ça. Je lui ai donné aussi la conduite à tenir suite à ce qui se passe. Maintenant, rentrons sur le vif du sujet. Vous savez, moi, j'ai souvent parlé aux acteurs politiques gabonais. Je leur ai toujours prodigué des conseils. Je ne sous-entends pas que j'ai la science infuse ou exacte de la politique qui est une science, mais au-delà de tout, je fais des bilans. Et moi, j'estime que nous devons nous inspirer, même nous qui sommes aujourd'hui ici, de ce qui se passe avec les autres. Parce que notre environnement doit prêcher pour nous. Ça doit nous convaincre, en fait. Et nous dissuader de ne pas répéter les schémas répétitifs. Vous comprenez, non? Et de ce qui s'est passé jeudi au palais présidentiel, laissez-moi vous dire que c'est tout simplement malsain. C'est inopportun, c'est vicieux dans le fond et en particulier dans la forme. Pourquoi? Parce que quand Oligui est arrivé à la tête de ce pays, nous nous sommes constitués en différents courants de pensée et nous avions plus ou moins interpellé le nouveau belligérant sur ce qui était censé incarner les priorités de la marge de manœuvre afin de pouvoir pallier aux crises précédentes qui pouvaient nous désunir. Au-delà de ça, le dialogue a été primé. C'était l'alternative fondamentale. Comment se fait-il que des aînés ayant une certaine expérience dans la structure politique peuvent aller rencontrer un chef de l'État sans tenir compte des aspects qui peuvent encadrer justement ces échanges-là? C'est quand même particulier. Quand Oligui est arrivé à la tête du pays, il a dit non, on va faire le dialogue. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le dialogue, là, lui-même, il a commencé à faire sauter les mécanismes qui pouvaient permettre aux Gabonais et aux Gabonaises de tous bords confondus de se parler dans la vérité, de se parler dans la réalité. Il a exclu ça. Il est allé à un dialogue exclusif où il est allé discuter avec ses amis.
ses copains et ses coquins. Moi, je m'inspire tout simplement de l'environnement qui me conditionne. En aucun cas, le président de la République ne peut consulter des forces vives d'une nation parce que nous constituons le socle des forces d'une nation. Parce qu'une opposition ou une alternative politique doit être d'abord au préalable une forme de proposition. C'est pourquoi les prédécesseurs, et je vais peut-être exclure Ali Bongo, qui a refusé de discuter avec nous, je m'en tiendrai à l'agenda politique de M. Omar Bongo dans son bilan de gestion. Bongo créait les cadres. De la Constitution 90, Bongo a pu créer la possibilité de s'éterniser au pouvoir. Mais au-delà de ça, quand vous repartez sur la Constitution, sortie justement de la conférence nationale, vous allez remarquer, vous rendre compte que il y avait quand même des principes qui étaient posés dans notre Constitution. Tout ce qu'il nous fallait, c'était quoi? La mise en application de cette Constitution-là. Donc, l'incarner dans la mise en application. Ils sont partis de la conférence nationale pour les accords de Paris. Après les accords de Paris, les accords d'Arambo. Oligui ne peut pas consulter la classe politique, selon lui, sans tenir compte du cadre. Parce que quand il y a eu des appels, justement, la veille de cette rencontre, moi, je connais des acteurs politiques, représentants des partis politiques qui ont décliné. Pourquoi? Parce que quand le protocole les a contactés, ils ont juste dit non, le président veut vous rencontrer. Mais eux, ils ont la culture politique. Et ils savent qu'aller au palais, aller dans une rencontre qui est organisée par le président, c'est un monologue en fait, parce qu'il est en position de force. Ouais. Même pour discuter, parce que moi, je vous dresse un peu le décor de ce qui m'a été dit, de comment est-ce qu'ils se sont vus avec Oligui, ce qui s'est dit là-bas. Vous savez qu'Oligui, certains d'entre eux, comme disait Princesse, ont été informés, séance tenante, que le président devait les recevoir. Il y a ceux qu'on a appelés la veille pour dire non, le président tient à discuter avec vous sur les questions politiques. Il y a les autres, on leur a juste dit non, rapprochez-vous du protocole d'État pour affaires vous concernant. Quand ils arrivent là-bas, c'est maintenant séance tenante qu'on leur dit non, asseyez-vous, le président va vous rencontrer. Ah, le président veut nous voir parce que beaucoup sont allés en pensant qu'ils avaient une audience officieuse ou bien une audience personnelle avec Oligui. C'est quand ils ont vu les autres arriver, les Maganga, les Massé. Comme il a fait pour les enseignants. Merci. La même chose aux enseignants. C'est un manipulateur, ce monsieur-là. Vas-y. Merci. Qui se rendent compte que, mais donc Oligui veut les rencontrer. Oligui rentre dans la salle et puis il leur dit, écoutez, je vous ai appelé pour qu'on discute du pays, expliquez-moi les problèmes qu'il y a. Et les gens étaient comme pris au dépourvu. Exact. Il y a certains qui se sont exprimés pour dire, mais monsieur le président, on n'a pas été informé que c'est sur ces questions, nous étions censés nous entretenir, on n'est pas prêts. Ils sont allés sur la posture de l'improvisation. Comment on le fait? C'est une culture au Gabon. On improvise. Imposer les gens. On va voter par défaut. Merci. Donc, maintenant, il y a des gens qui étaient là, ils tournaient la tête dans tous les sens. Bon, ok, monsieur le président, comme vous nous appelez là, la dame dont vous faites état, Marlène, il paraît qu'elle a défendu la censure sur les réseaux sociaux par rapport à la décision de la HAC. Elle a dit non, monsieur le président. Oui, qu'elle est posée dessus, les juristes. Vous pensez vraiment que c'était à l'ordre du jour par rapport à la crise qu'il y a, sans précédent et tout? On doit maintenant savoir, par rapport aux 120 jours qu'on nous a donné sur la taxe des importations extérieures, qu'est-ce que le Gabon... Vous comprenez, il y a un cahier de charge. Et Oligui les a tout simplement piégés. Moi, Dana, je ne dis pas que je suis intègre jusqu'au bout. Pourquoi je ne suis pas allé rencontrer le président quand il est venu à New York? Parce que je savais pertinemment que je ne savais pas de quoi il était question, mais qu'au préalable, ils allaient exploiter ces images-là pour envoyer un message en leur faveur. Parce que nous sommes dans un jeu politique, chacun tire la couverture de son côté. Le président ou le système ne peut pas nous donner un dialogue inclusif. Ils ont souffert de la conférence nationale souveraine de 1990. Remarquez bien, le PDG a refusé après 1990 de discuter avec une opposition libre.
Une opposition indépendante. Une opposition structurée. C'est pour ça, vous voyez, ils ne veulent pas nous consulter en tant que force politique. Et moi, je l'ai dit, même aux gens qui m'appellent, oh non, il faut que tu ailles rencontrer le président. J'ai dit, je ne peux pas aller rencontrer le président parce que si je vais le rencontrer, automatiquement, il va jouir de ma virginité politique et de mon aura politique. Même si dans cette rencontre-là, j'ai insulté Oligui, vous pensez vraiment que les images là vont sortir? Les images ne vont pas sortir parce que ce n'est pas en faveur d'Oligui. C'est pour ça, vous voyez que on encadre les rencontres. Regardez la crise qu'il y a dans le Moyen-Orient. Moi, je suis allée regarder, il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a même 50 ans en arrière, comment est-ce que les leaders du Moyen-Orient se rencontraient avec Israël. Tout était encadré, c'était sous la médiation soit de la Cour de justice internationale, soit des juridictions compétentes. Et c'était archivé. Oligui rencontre les gens individuellement. Nous ne sommes pas les amis d'Oligui. Oligui n'a pas d'amis. Donc, Oligui a besoin de faire venir Mwang Bading au palais pour savoir ce qui se dit ou ce qui se fait, puisque c'est lui qui a le cahier de chasse. C'est à Oligui de venir nous voir et de nous expliquer ce qu'il fait. Il est arrivé, ça fait bientôt 3 ans. Le mois prochain. Ça va il va pas venir un bilan aux opposants que voilà. Les oppositions se parlent à l'hémicycle. Nous avons 2 institutions. Soit nous parlons là-bas à l'Assemblée nationale où nous votons la loi organique du budget rectificatif, la loi des finances, ou nous allons au Sénat. Ils nous appellent à la présidence, on va aller discuter de quoi là-bas? Nous sommes des forces politiques. Si nous ne pouvons pas discuter individuellement, mais nous allons fédérer avec les partis politiques pour dire que bon, là maintenant, nous sommes reconnus en tant qu'entité appartenant à la société civile. Mais il ne fait pas ça. Il vient, il demande aux gens de mettre les vestes et puis vous êtes autour de lui, il dit non, mais écoutez, parlez-moi des problèmes de pays. Moi, je pense que comme a dit Princesse, c'est un coup de com' pour pouvoir sortir Oligui de l'actualité de Capoeira Shift qui était un poteau nommé électrique et légendaire et il fallait tout simplement déployer une méthode extrêmement vicieuse. Mais non. Dana, oui, vas-y. Ce ne sont pas des opposants qu'Oligui a fait appel à la présidence. Ce ne sont pas des opposants. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est Non, ce sont des acteurs politiques, mais je suis désolée, ils n'étaient même pas dans le cadre de l'action politique parce que rien n'avait été encadré par ce que dit la loi. Marlène, qui est une spécialiste justement du droit gabonais, elle le sait. Et c'est qu'en tant que politique d'un pays, on ne peut pas se lever et aller parce que tu n'as pas mandat à le faire. Nous sommes censés être les interprètes de la voix silencieuse de l'opinion. Mais on n'a même pas eu à consulter nos états-majors pour ceux qui sont membres des partis politiques, ceux qui sont membres des organisations ou ceux qui même sont, comment on appelle ça, électrons libres. On a eu mandat à le faire? Non. Nous partons parler là-bas en tant que qui? Si Oligui veut rencontrer la classe politique, mais il a les moyens. On lui a demandé quoi? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Ce n'est pas de nous donner la commission justice, vérité et réparation? Il n'en a jamais fait, il n'a pas fait mention de ça. Quand les acteurs politiques se parlent, logiquement, il doit y avoir un médiateur. Si l'État ne peut pas assurer cette médiation, mais le corps épiscopal, moi je le vois dans différents pays. Les monseigneurs Moussengo et tout qui ont marqué l'histoire contemporaine du continent africain, même dans la crise qu'il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez vu ce que fait aujourd'hui la représentation de comment on appelle ça, de Rome? Là-bas en RDC, c'est eux les médiateurs entre les politiques. Moi, j'ai vu comment est-ce que les archevêques sont allés rencontrer, comment il s'appelle? Le gars qui fait la rébellion, là, le patron du M23, là, Nanga. Ah, les gens de c'est eux qui vont là-bas. Ce sont eux qui vont. Ils organisent. L'ONU est là-bas pour discuter avec les rebelles du M23.
En tout cas, ce qui s'est passé, chacun va apprendre à ses dépens. Soit nous aurons l'honnêteté d'assumer que bon, nous sommes là avec des agendas personnels et que c'est d'abord ce que nous, on incarne et nos priorités qui priment sur l'engagement civique et citoyen, soit vraiment, excusez-moi de l'expression, on est bête en fait. Et je pense que personne n'est bête. La seule personne qui était bête là-bas, c'est la personne, je n'ai pas envie de citer le nom, vous le savez. Ce monsieur n'a de respect pour personne. Il pense que nous sommes à sa solde, il met ses vestes, il vient là, oui, vraiment, parlez-moi des choses du pays. Toi, tu n'es l'ami de personne, en fait. Tu n'as pas tes amis. Va parler du Gabon avec tes amis. Tu as deux femmes, parle des problèmes. Donc, la famille d'Anouchka ne peut pas te dire c'est comment on t'insulte ici dans les lives, parce que vous dites qu'on vous insulte. Donc, tu avais besoin de ramasser toutes ces personnes. Et vous savez que Oligui a fait exprès de féliciter Maganga Moussavou par rapport à sa collaboration, parce qu'apparemment, c'est lui qui est l'instigateur de l'arrivée de Genvor. Mais il était avec eux. Bah, exactement, je me rappelle. Il dit non, mais vraiment, merci beaucoup, monsieur Maganga. Mais c'est le même qui va, hein? Il va dans les lives. Non, mais la souffrance du peuple gabonais, c'est le nom de Maïs Mouissi et Charles Mba qui est gâté, oh. Maganga était donc en bas du bois de feu, ou de feu de bois. Non, mais c'est incroyable, les rétrocommissions de ça. Maintenant, on vient sur ce que tu as mis Gabon Media Times là. Moi, je ne sais pas. En tout cas, Oligui, comme on a dit que tu es dans le kunabélisme, tu nous vois maintenant en quoi? En lead vocal d'Omengo ou bien en lead vocal de Messema, comment on appelait le Kolengon. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui sont les animateurs? J'espère que tu parles de tes amis, les rageux. Les animateurs, c'est Eyi, c'est puis avec le sanglier Lonjolé, le Kassongo national, avec Newman, avec toute ta ribambelle là qui tourne autour de toi. Parce que c'est qui sont les animateurs? Ou bien c'est Aurélien, comme il marche avec lui, c'est lui le père des animateurs. En fait, c'est un orchestre de Tentamar, de supérette là-bas. Et puis vous faites le bruit, en fait, l'animation des réseaux sociaux. Toi, tu as laissé les gens de ta famille pour les traiter d'animateurs. C'est les parents de qui, en fait, tu assimiles à l'animation? Qui fait l'animation dans les réseaux sociaux? Donc, on vient de dénoncer les injustices, là. Les violations qui sont perpétrées par ton régime et toi, là. Tes amis et toi, ce que vous faites à la DGSS, là. Toi, tu vois ça en animation. Tu vois, quand je dis que tu n'es pas suffisamment, tu es dépourvu d'intelligence, en fait. Tu n'as aucun sérieux. Tu vois, tu incarnes, tu interprètes ce que tu incarnes. Parce que toi-même, tu es un animateur de l'armée. Tu comprends, non? C'est le décret qui a fait de toi ce que tu es devenu dans la vie. Tu as été dans l'incapacité d'être un militaire. Tu es un animateur du ministère de la Défense qui est devenu une erreur de parcours. Et aujourd'hui, tu es là, tu te balades avec ta tête vide là, à venir finir l'argent du contribuable gabonais. Qui sont les animateurs? C'est ton frère braqueur qui sort dans les audios. J'ai entendu le petit là, Ulrich le porteur, qui dit que ton frère Biban a les problèmes avec, comment il s'appelle, le roi béni. C'est ta famille. Vous êtes tous des animateurs. Tu comprends, non? C'est qui sont les animateurs, en fait. Quand tu ouvres tes narines là qui inhalent l'argent des subventions venues de l'extérieur, toi, tu ne sais pas que c'est parce que il y a des acteurs civiques qui sont reconnus au niveau international aujourd'hui, qui continuent de faire briller le Gabon à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu vis de ces subventions-là. Quand tu es venu ici, qu'on t'a donné pendant l'élection 5 millions de dollars, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Qu'est-ce que l'État américain t'avait dit? Que ces 5 millions de dollars-là, ils donnent ça au nom de quoi? Ce n'est pas au nom des acteurs et aux actrices de la société civile que cet argent-là était mis à la disposition de la garantie d'une élection transparente. On a donné ça pour toi, ou bien pour Anouchka, ou bien pour la fondation des États. Non, mais tu nous emmerdes, tu comprends? Animateur, c'est ta femme Zita qui est animatrice, qui est devenue ce qu'elle a toujours été, une planteuse de mpita. Tu comprends, non? Pileuse de malobi. C'est vous qui faites l'animation avec l'argent du contribuable gabonais. C'est qui sont les animateurs. Donc, quand toi, tu t'es assis pour dire que non, mais écoutez, je vais faire de tous ceux qui sont dans le blog officiellement aujourd'hui des animateurs. Ah bon?
Et puis, Minkweta dit non, monsieur le président, vraiment, c'est une idée brillante. Le Mani, parce que lui, c'est pas les mamies, lui, c'est le Mani. Il était là, courteau comme il est. Il était là dans une veste serrée, on dirait un enfant de 11 ans, dans une veste d'un enfant de 6 ans. Il t'a dit que non, vraiment, c'est pertinent. Il faut aller faire ça. Tout le monde se fout de toi, en fait. Tu es un clown à la tête de l'État. C'est pour ça que tu organises tes scénarios, tes simulacres là. Tu prends les... En fait, je vous explique clairement comment Oligui va fonctionner. Oligui a compris, comme a dit Princesse, qu'il n'a aucune aura politique. C'est terminé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se greffer à toutes les personnes qui sont susceptibles de lui apporter une certaine attention. Quitte à piéger les gens. C'est pour ça, moi, dès que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire que non, ils vont aller voir le président, ils vont parler avec le président. Oligui, je n'ai envoyé personne venir te voir. Hein. Je connais qui est mon papa. Mon père chômeur pauvre là, avec ma maman chômeuse là, les deux pauvres associés là, je les connais. Hein. Et je suis fier de leur pauvreté. Ça va? Personne, hein? Si quelqu'un rentre dans ton bureau là-bas pour te dire que non, j'ai discuté avec la petite sœur Huguette, on n'est pas de la même famille. Je ne ressemble pas à tes villageoises sœurs là, tu comprends? Je n'ai envoyé, tu ne me manques pas. Je ne te connais pas, je ne suis pas parent à toi. Je ne vois pas pourquoi toi et moi on va discuter de quoi? Toi, tu sais lire? Moi, au moins, même si je ne suis pas là à l'école, au moins, j'étais derrière la classe à sucer les manques quand on donnait les cours aux enfants qui prenaient leur avenir au sérieux. Moi, je peux lire et écrire mon nom convenablement, Oligui. On va parler de quoi? Que la vie, c'est la vengeance? C'est de ça que nous allons parler? Toi, un imposteur comme toi, qui séquestre les gens? La famille que tu as mis au sous-sol, là-bas, là, en bas, là, leur grand-père, leur père, Omar, a fait de toi aujourd'hui un porteur de valises. Toi, tu les as pris, tu les as séquestrés dans ton sous-sol. Toi et moi, on va s'asseoir, on va parler de quoi, en fait? Dis-moi, tu penses que j'ai besoin de te voir? Il paraît qu'Oligui pleure, hein, quand il vous prend en audience, il pleure. Oh, je suis ému. Vraiment, moi, j'aime le Gabon. J'ai l'amour du pays. Il faut aller aimer le pays avec les gens qui ont ton temps, en fait. Est-ce que tu comprends? Moi, je te respecte à la limite parce que tu as une apparence humaine. Hein? C'est-à-dire que pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus d'amour que les chiens. Tu sais, le live, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez par là. Mettez les commentaires. Vas-y, la grande. Je pense que dans ma crise de la quarantaine, là, je me suis découverte un amour incommensurable pour les animaux en particulier. Tu sais que les chiens, là, moi, je suis dans les groupes où on cherche les chiens. Quand les chiens ont disparu, les bichons maltais, quand un chien est mort, je pleure d'émotion. C'est-à-dire que même un chien a plus aujourd'hui d'importance dans mon cœur que pour toi. Tu sais, toutes les fois qu'on m'assimile à toi, ça me donne envie de me jeter. Tu as vu comme les enfants là se jettent là-bas là. Je suis tellement déçue qu'on m'assimile à toi, quand on te voit danser partout. Même mes amis qui sont anglophones, ils me disent que mais c'est ton pays. You're from Gabon, right? Tu fais honte aux gens. C'est toi qui es un animateur de l'État. Et je chute par là. Mais non, pour ceux qui sont allés, comme je vous ai dit, si j'ai des choses à dire à Aniléa, elle le sait. Je le lui ai déjà dit, mais nous sommes dans l'arène politique. À un moment donné, il faut avoir de la responsabilité politique dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons ici, c'est de l'action. Les Gabonais nous suivent. Quand on donne le mot d'ordre, allez voter pour tel. Mais nous devenons les architectes de l'histoire de notre pays. Donc, si on estime aujourd'hui que c'est profitable pour nous d'aller s'enfermer avec le nouveau dirigeant, de discuter des choses qu'on ne peut même pas interpréter, parce que de tout ce qui s'est dit là-bas, regardez ce qu'on a retenu de vos interventions. Personne n'a eu à démontrer que Marcel Djabu a dit ça. Tout ce que vous avez dit au Ligui là, pendant l'échange, ils n'ont pas sorti ça. Hein. Vous savez pourquoi ils n'ont pas sorti ça? Parce que ce n'est pas en la faveur de Ligui. Et ce n'est pas l'image qu'ils veulent vendre de vous. Donc, ce qui va sortir après là, supporta na supporta. Je me mute. Voilà. Est-ce que Maître Yeba est là? Maître, est-ce que tu es là? Si Maître Yeba est là, tu peux faire la demande, je vais t'accepter et tout. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life. Ce n'est pas la télévision ici, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous êtes maintenant là en train de rire. Vous pensez que les lives que nous faisons ici, c'est l'animation. Ce n'est pas l'animation. Ce n'est pas de l'animation. Vas-y, maître, bonjour.
Vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour le grand le Phénix, bonjour la grande Dana, bonjour princesse. Euh, bon, je vais essayer d'être relativement rapide. Mhm. Bon, donc j'imagine que tout le monde est informé du fait qu'il y a un projet d'ordonnance par rapport au statut des activistes, des blogueurs et des influenceurs au Gabon. Bon, alors, moi, je vais pas rentrer dans les aspects politico-politiques, naturellement. Je vais essayer d'apporter quelques éléments juridiques à verser au débat, parce que je pense que c'est quand même important d'éclairer l'opinion publique. La première chose que je veux faire observer déjà, c'est que on passe par ordonnance. C'est intéressant en termes d'analyse de comprendre pourquoi est-ce qu'il passe par ordonnance et justement qu'est-ce que ça implique. Parce que l'ordonnance, c'est quoi? L'ordonnance, c'est quand le gouvernement décide de faire ce qui en principe relève du domaine de la loi pendant que les parlementaires sont en vacances, pour faire simple. Parce que si on regarde l'article 94 de la Constitution, par exemple, on va voir, c'est l'article le plus long de la Constitution de toutes les façons. On va voir toute une liste de domaines dans lesquels, quand on souhaite faire une loi, quand on souhaite avoir des règles, on est obligé de passer par une loi. Et comme on le sait tous, la loi, c'est les parlementaires qui sont censés faire la loi et personne d'autre. Donc, quand les parlementaires sont en vacances, à ce moment-là, effectivement, le gouvernement, en cas d'urgence, c'est quand même important de préciser ça. Hein. Voilà, je voulais le dire tout à l'heure. Vas-y. Voilà. Donc, l'article 99, par exemple, c'est l'article 99 qui en parle, qui dit que le président de la République peut, déjà c'est pas une obligation, peut, en cas d'urgence, c'est très important quand même de noter ça, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, donc quand les parlementaires sont en vacances, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Et donc, c'est ce qui se passe, que là, parce que pour procéder par ordonnance, il faut que le Parlement, quand il part en vacances, il fasse ce qu'on appelle une loi d'habilitation. Donc, c'est-à-dire, il vote une loi au Parlement où ils disent que bon, quand nous on part en vacances là, le gouvernement peut, en cas d'urgence, quand ça concerne son programme, prendre des mesures par ordonnance que normalement, c'était à nous quand ce sont des mesures normalement qui devaient passer par une loi. Donc, le Parlement fait une loi d'habilitation. Et puis, si éventuellement il y a ordonnance pendant qu'ils sont en vacances, quand le Parlement revient de vacances, il doit faire une loi de ratification. Après, ils sont pas obligés de ratifier. Hein. La loi de ratification, ça veut dire qu'ils viennent valider l'ordonnance et qu'ils donnent donc à l'ordonnance la valeur d'une loi. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Ils peuvent venir et considérer que l'ordonnance n'est pas bonne et donc ils ne prennent pas de loi de ratification, pardon. Et à ce moment-là, l'ordonnance devient caduque. Enfin bref, je dis juste ça parce que bon, c'est quand même important de le savoir, mais on doit se poser la question, est-ce que c'était obligatoire pour ce sujet-là de passer par une ordonnance? Ça veut dire qu'il va pas y avoir de débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Deuxièmement, où est l'urgence, en fait, par rapport à cette question? Parce que la Constitution est claire, on parle d'urgence. Troisièmement, où se trouve l'élément du programme politique de l'équipe dirigeante actuelle qui justifie qu'on passe par ordonnance pour légiférer dans ce domaine-là. C'était écrit où dans leur programme que ils avaient pour ambition de venir faire en sorte que les activistes, les influenceurs, etc., on fasse peser sur ces derniers-là le respect de certaines règles déontologiques strictes, comme j'ai vu dans l'article de Gabon Mediatai. Donc ça, c'est un sujet. Ensuite, donc j'ai parlé de ça. Ensuite, je voulais parler du fait que, bon, pour l'instant, c'est au stade de projet, mais enfin, au Gabon, hein. C'est au stade de projet, mais naturellement, ça va se faire, il n'y a presque pas de doute. Maintenant, ils disent qu'ils vont faire peser des devoirs déontologiques stricts sur les activistes, les influenceurs, les blogueurs, etc. Déjà, c'est quoi un devoir déontologique? C'est quand même important qu'on se pose la question. Parce que moi, quand je ne suis pas tombé sur le projet d'ordonnance, malheureusement. Au Gabon, il n'y a pas de transparence, donc on ne peut pas avoir accès au texte. Normalement, dans une vraie république où il y a de la transparence, un projet d'ordonnance, on part sur le site du journal officiel de la République, on trouve le projet d'ordonnance. Ce qui fait que les citoyens peuvent le lire pour s'informer, et puis les gens qui sont spécialistes de ces domaines-là peuvent écrire des articles, etc., pour verser au débat public, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les républiques. Bon. C'est quoi une obligation déontologique? Donc, si on regarde le dictionnaire juridique,
qui définit justement les termes juridiques. Je vais le lire rapidement. On dit « La déontologie regroupe, pour les personnes exerçant certaines activités publiques ou privées, les règles juridiques et morales qu'elles ont le devoir de respecter. C'est le cas pour les fonctionnaires, les magistrats, les membres des professions libérales réglementées, avocats, huissiers de justice, médecins, etc. » Et donc, quand on ne respecte pas justement ces règles déontologiques-là, ça entraîne des sanctions. Bon, dans la définition que je viens de lire par exemple, de ce que c'est que une règle déontologique, vous allez bien vous rendre compte que on fait référence à des personnes qui exercent des activités encadrées juridiquement. Si on parle de personnes qui exercent des activités encadrées juridiquement, ça veut donc dire que ce sont des personnes qui sont à la base, qui suivent un parcours bien précis. Des personnes qui sont formées. Je pense que pour devenir fonctionnaire, pour devenir médecin ou avocat, eh bien, on est formé. Dans le cadre de la formation en question, bien sûr, on reçoit des enseignements sur les règles déontologiques à respecter. Et ensuite, on exerce dans un cadre bien spécifique, où il y a un ordre professionnel, je pense aux médecins, je pense aux infirmiers, aux sages-femmes, aux avocats, aux huissiers, etc., où il y a une administration spécifique qui est chargée justement du cadre de l'exercice de la profession en question. C'est le cas pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont pas ils n'exercent pas un métier libéral, mais ils ont un cadre spécifique, ils exercent dans une administration, ils sont soumis à des règles spécifiques. Et donc, dans ce cadre-là spécifiquement, effectivement, c'est logique qu'il y ait des règles déontologiques. Parce que non seulement ces personnes sont d'abord formées en amont, c'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je rentre dans autant de détails par rapport à cet aspect des choses parce que je veux que les gens voient le parallèle, la différence, j'ai envie de dire, entre ces métiers-là et le fait de devenir blogueur, activiste ou influenceur. Personne ne va à l'école pour se former pour devenir influenceur. Donc, à quel moment la personne va aller apprendre des règles déontologiques pour pouvoir justement les respecter in fine. Si on impose des règles déontologiques aux médecins, avocats, etc., c'est parce qu'ils vont d'abord être formés pour ça. On leur apprend les règles déontologiques en question et après, dans l'exercice de leur métier, ils exercent dans un cadre spécifique avec une autorité, j'ai envie de dire, professionnelle qui est là pour faire respecter justement les règles déontologiques en question. Donc, je trouve un peu curieux l'expression respect de règles déontologiques strictes pour des personnes qui ont une activité sur les réseaux sociaux qui a des années-lumière de l'exercice d'une profession libérale ou privée ou publique d'ailleurs, réglementée. C'est important quand même de faire la distinction entre ces deux choses-là. Bon, maintenant sur les règles déontologiques, je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu dans le projet d'ordonnance en question, mais il me semble que si on met en place des règles déontologiques, si on veut donner un pouvoir supplémentaire justement à la HAC pour faire respecter ces règles déontologiques-là, c'est qu'on considère que la HAC va devoir prendre des sanctions de nature administrative. La HAC d'ailleurs de toutes les façons c'est uniquement des sanctions de nature administrative, mais enfin bref. Ce que je veux juste dire c'est que quand une personne ne respecte pas une règle déontologique, ça donne lieu à des sanctions disciplinaires. Par exemple, un avocat qui ne respecte pas une règle déontologique, c'est l'ordre des avocats qui va le sanctionner. Le médecin pareil, l'infirmier pareil. Si un influenceur, un blogueur ou un activiste ne respecte pas les pseudo-règles déontologiques en question, qui sera chargé? Quelle est l'autorité disciplinaire, j'ai envie de dire? Je parle bien de l'autorité disciplinaire. Quelle est l'autorité disciplinaire qui sera chargée de sanctionner l'irrespect de ces règles déontologiques-là? Parce que on va pas me dire qu'on va créer un ordre des influenceurs, un ordre des blogueurs ou un ordre des activistes au Gabon. Ce serait sur quelle base qu'on créerait cet ordre-là? Incroyable. Pourquoi c'est important de parler de ça? C'est important de parler de ça parce qu'en fait, il y a plusieurs types de responsabilités qu'on peut engager sur le plan juridique. Il y a la responsabilité pénale, c'est quand on ne respecte pas ce qui est écrit dans le code pénal. Il y a la responsabilité civile, c'est quand justement on ne respecte pas ce qui est interdit, on va dire, dans le code civil ou dans les lois civiles de manière générale. Il y a la responsabilité administrative, ça c'est entre l'administration et les administrés, les citoyens. Et il y a la responsabilité disciplinaire. La responsabilité disciplinaire, c'est effectivement le cas pour un avocat qui exerce un métier encadré juridiquement. Et à la tête de ce métier-là, il y a un ordre.
Donc, si tu ne respectes pas les règles déontologiques de ton métier, on peut engager ta responsabilité disciplinaire devant l'ordre professionnel qui chapeaute l'exercice de ton métier. Donc, si on veut faire respecter des règles déontologiques aux activistes, aux influenceurs et aux blogueurs, ça veut donc dire que c'est la responsabilité disciplinaire des activistes, blogueurs et influenceurs qu'on devrait engager s'ils ne respectent pas ces règles déontologiques-là. Ce ne sera pas une responsabilité pénale, ce ne sera pas une responsabilité civile et ce ne sera certainement pas une responsabilité administrative. Je ne sais pas si vous voyez la distinction, la nuance dans ce que je suis en train de faire. Parce que moi, je sais très bien que l'objectif derrière ce texte, c'est éventuellement d'engager la responsabilité pénale. Sauf que on ne peut pas engager la responsabilité pénale quand le comportement qui est reproché, c'est de ne pas avoir respecté une règle déontologique. Si on ne respecte pas une règle déontologique, on engage la responsabilité disciplinaire devant l'organisme professionnel qui chapeaute l'exercice de ton métier. Et comme on ne va pas à l'école pour avoir cette déontologie-là? Exactement, merci. Je suis content que tu me suives et que tu vois où je veux en venir. Comme ces gens, comme les influenceurs, les activistes et les blogueurs ne sont pas formés pour apprendre les règles en question, et exercer ces activités-là se fait de manière totalement spontanée, c'est-à-dire que n'importe qui. Moi aujourd'hui, je peux dire que je suis influenceur entre guillemets, quand bien même je suis juriste à la base, parce que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, donc quelque part je suis aussi un influenceur. Alors à quelle heure je suis allé à l'école pour apprendre les règles déontologiques de l'exercice de l'activité d'influenceur pour qu'aujourd'hui on me dise que bon, tu dois respecter ces règles déontologiques-là, et si tu ne respectes pas ces règles déontologiques, et bien à partir de ce moment, tu vas être sanctionné. Je vais être sanctionné par qui? Puisqu'il n'y a même pas d'autorité professionnelle qui est chargée justement des influenceurs. Tout ça, c'est une vaste fumisterie, c'est le sketch comme on est habitué au Gabon. Et je vais d'ailleurs terminer, je vais quand même aborder un autre point qui est très important. En réalité, le code pénal existe. Peu importe que tu sois blogueur, influenceur, activiste, si tu as un comportement qui est interdit par le code pénal, on engage ta responsabilité pénale simplement. On n'a pas besoin d'organiser des règles déontologiques de je sais pas trop quoi pour engager ta responsabilité pénale. Exact. Donc, vous voyez que moi, je sais que l'objectif de ce projet d'ordonnance, c'est éventuellement d'engager la responsabilité pénale des gens. Donc, envoyer les gens en prison pour faire simple, parce que c'est ça. Les activistes, ils ont mis influenceurs là même pour rien. Les influenceurs. Voilà. Mais vous allez envoyer les gens en prison on ne peut pas envoyer les gens en prison pour non-respect de règles déontologiques, j'insiste. Parce que même quand, dans des cas extrêmement rares, il peut arriver que on engage à fois par exemple, je prends un avocat. Un avocat a un comportement. Ce comportement-là ne respecte pas les règles déontologiques. L'ordre des avocats va le sanctionner de manière disciplinaire parce qu'il n'a pas respecté les règles déontologiques. Si, par l'extraordinaire, cet avocat-là se retrouve devant la justice pénale et est condamné à aller en prison, c'est que en même temps, le comportement qu'il a eu là, à la fois, ça heurte les règles déontologiques, mais aussi, c'est interdit dans le code pénal. Parce que ce qui est sûr, c'est que les juges de la juridiction pénale ne peuvent pas sanctionner quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas interdit noir sur blanc dans le code pénal. Donc, il ne va pas y avoir de possibilité de sanctionner pénalement les gens parce qu'ils n'ont pas respecté des règles déontologiques qu'ils ne sont même pas en mesure de connaître puisqu'ils vont pas dans une école pour être formés à apprendre justement le respect des règles déontologiques en question. Ça n'a strictement aucun sens. L'activité d'activiste, de blogueur, d'influenceur, c'est une activité totalement spontanée. Tout le monde, même quelqu'un qui est fonctionnaire à la base, peut devenir influenceur à titre accessoire. Quelqu'un qui est avocat à la base peut devenir influenceur à titre accessoire. Bref, à quelle heure on organise les choses pour que ces personnes-là puissent être amenées à apprendre les règles déontologiques et à être chapeautées par une autorité professionnelle qui serait là pour sanctionner l'irrespect des règles déontologiques en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je voulais mettre en avant. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je pense que j'ai anticipé plein de choses, donc j'en ai parlé déjà. Voilà. J'ai parlé du code pénal aussi. Et voilà, je voulais conclure donc sur une chose. Ce sur quoi je voulais conclure, c'est que je vais attirer l'attention de mes compatriotes sur le fait que, bizarrement, quand il s'agit de mettre en place des règles pour réduire l'exercice des libertés publiques,
pour contraindre davantage l'exercice des libertés publiques, en l'occurrence la liberté d'expression, parce que c'est précisément de ça dont il s'agit. Bizarrement, les autorités sont promptes à le faire. Vraiment, c'est très rapide. Tout de suite, on va faire un projet d'ordonnance. Et en plus, j'ai trouvé ça très curieux. Ils ont invité le quota des ambassadeurs du pays pour faire quoi, en fait? Pour les En réalité, ambassadeurs. voilà, le message n'est pas adressé aux Gabonais. Et c'est ça que je trouve d'autant plus malheureux. C'est pas aux Gabonais qu'on s'adresse en réalité. On s'adresse à l'international parce qu'on veut faire une bonne image à l'international. Quand il s'agit de restreindre les libertés publiques, en l'occurrence la liberté d'expression, les autorités sont promptes à agir entre très gros guillemets, à aller prendre des projets d'ordonnance, des machins, comme je vous ai dit, où est l'urgence, on ne sait même pas où est l'urgence. Où est l'urgence programmatique, on ne sait pas. Pour ceux qui ont voté ce gouvernement sur la base d'un projet entre très gros guillemets, sortez-nous justement la ligne du projet où c'est écrit que on doit venir soumettre les activistes au respect de règles déontologiques. Bref. Donc, quand il s'agit de ça, ils sont très rapides. En revanche, aujourd'hui, on est confronté à un phénomène structurel grave au Gabon. C'est le problème des enfants qui disparaissent et des CR rituels. Où sont les projets d'ordonnance, où sont les textes, machin, qui viennent justement trouver des solutions concrètes à ces sujets-là? Aucun. Le Gabon est confronté à un autre problème structurel du dysfonctionnement grave de la justice. Il n'y a pas très longtemps, moi je l'ai souligné à plusieurs reprises déjà dans mes vidéos, dans les articles que j'écris, etc. La surpopulation carcérale liée au fait que on met les gens en prison alors qu'ils sont pas encore jugés. 70%, voire même plus de la population carcérale au Gabon, ce sont des gens qui sont en détention préventive, c'est-à-dire en attente de jugement. Et les gens sont parfois en détention préventive pendant 9, 10, 11 ans, voire un peu plus, alors que la détention préventive maximum, même en matière de crime, c'est 24 mois. Où sont les lois? Il y a même un nouveau ministre de la Justice aujourd'hui. Où sont les projets d'ordonnance? Où sont les lois qui viennent régler ce problème-là? Je ne parle même pas de l'eau, de l'électricité, etc. C'est bizarre. Dès qu'il s'agit de l'exercice d'une liberté publique, là, ils sont prompts à prendre des règles pour venir restreindre l'exercice en question. À un moment donné, je pense que il faut un peu arrêter de faire des choses qui n'ont aucun intérêt concret pour le peuple. Merci. Alors, Olingema veut juste museler la bouche des activistes. Le problème d'Olingema, ce sont des activistes. Ce sont les activistes qui font en sorte que non, Olingema soit incompétent, qui n'arrive pas à gérer le Gabon. Et qu'ils prennent des décisions populisme. Voilà comme il a fait avec les soi-disant opposants pour aller parler de l'actualité gabonaise ou du moins la politique gabonaise. Sachant qu'il n'y a aucun souci là pour qu'on puisse rencontrer ces gens-là. Parce que quand les opposants ont demandé à rencontrer Oligui, il n'a pas voulu. C'est quand lui il veut. C'est là que ces soi-disant opposants-là vont aussi à la présidence aller s'asseoir pour aller raconter des balivernes. Et pour moi, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui font le jeu du pouvoir, des communicants d'Olingema. Ils sont allés visiter ces bâtisses. Ils viennent dire que non, voilà, on n'a jamais vu ça auparavant. Et que Olingema, c'est un bâtisseur. On n'est pas là pour ça. Les Gabonais ont d'autres problèmes. Les Gabonais vivent d'autres réalités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, Olingema, tu nous fatigues. Si tu es incompétent, libère la ligne. Remets le pouvoir à Ondosa comme il pleure partout là. Tu remets son pouvoir. Tu n'es pas compétent. Et je vous dis quelque chose. Olingema est en train de faire ce qu'Omar Bongo avait fait auparavant. Vous comprenez? En fait, il est intelligent, hein? Ou bien il est très rusé. Regardez ce qu'il fait. Il prend Anine Yameye. Elle était libre de dire aussi qu'elle ne part pas, mais elle a voulu partir parce qu'elle sait ce qu'elle cherche, la maman Anine Yameye. Elle sait qu'il sait bien, bel et bien qu'elle est du côté, elle est du côté de Bilebizé. Toum. Elle est partie s'asseoir. Ils ont pris Mwangangamou Savou. Il est parti s'asseoir. Lui, c'est bon, c'est un pigeon. Marlène, elle-même, elle sait ce qu'elle cherche, elle a son agenda politique, etc., etc. Et ceux-là qui ont le noyau de l'opposition au Gabon actuellement, qui est Bilebizé et M. Ondosa, ils mettent de côté, disent que je n'ai pas le temps de vous, je n'ai pas votre temps, je fonctionne avec ceux-là qui veulent m'accompagner ou du moins faire ma politique. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'Omar Bongo avait fait auparavant. C'est ce qu'il avait fait. Mais je crois que le Phénix, de ce qui m'a été dit, parce que j'ai discuté avec les présidents des autres partis politiques, je crois que votre parrain a eu vent
de cette réunion et qu'il a décliné. Et c'est ça la dangerosité de ce qui se passe. Parce que les autres partis qui n'étaient pas présents ont été consultés. Donc, ils savaient pertinemment, plus ou moins peut-être, je dis bien peut-être, quelle était la position de EPG. Mais quelle était l'obligation finalement de faire venir un cadre du parti dont le président Voilà. Vous voyez les textes. Et comme chacun a son agenda, parce que les autres partis ont été appelés, ils ont décliné. C'est pour ça que vous ne les voyez pas dans cette réunion. Et connaissant l'influence que M. Alain Claude a, vous êtes vraiment sûr qu'il n'a pas été peut-être consulté au moins, ou du moins n'a pas cherché à consulter EPG, je suis désolée. Donc si on n'a pas vu M. Alain Claude ni ses représentants là-bas, c'est que sa posture, bon, je ne suis pas proche de lui non plus, je ne sais pas. Et vous n'êtes pas dans son parti, peut-être ça, je pourrais discuter de ça en off avec les gens de l'instance du parti. Mais c'est malsain. Et c'est même encore plus dangereux, c'est même plus grave s'ils ont sauté l'instance du parti pour appeler Mme Aniléa. Parce que qu'on le veuille ou pas, Mme Aniléa n'a pas la responsabilité aujourd'hui de représenter les intérêts de EPG. Exact. Donc, c'était quoi la nécessité de la faire venir là-bas si ce n'est nuire et détruire en fait le tissu social. Enfin, bref. C'est incroyable. Donc, comme vous le constatez chez nous... Non, le Phoenix, moi 2 secondes, s'il te plaît. Moi, je suis contre le fait qu'on veuille incriminer Oligui pour le fait qu'il ait appelé Annie Léa là-bas. Non. Maman Annie Léa, c'est une grande dame. Elle comprend les enjeux politiques du moment. Quand on t'appelle, minimum, tu demandes c'est pourquoi, c'est quoi la démarche, c'est quoi l'objectif, etc., etc. Et quand on est transparent, quand on est une dame sérieuse, après l'appel, on se réfère au président de son parti ou aux instances du parti. Donc sur ce coup, moi je n'accuse pas Oligui. Oligui a bien travaillé. Il faut pointer du doigt à ceux à qui on doit pointer du doigt. On peut pas continuer à dire que Oligui c'est le mal, c'est celui qui, non, c'est le monstre. Non. Parce que Oligui ne fait pas ça seul. Il le fait avec ceux qui acceptent que ce soit fait ainsi. Elle aurait dû dire non. Si elle dit non, on va pas prendre maman Annie et on va l'emmener en prison. Non. C'est parce que les gens ont des agendas cachés. Les gens, ils jouent sur plusieurs tableaux. Et ils ne roulent que pour leurs intérêts. Ouais. Et même là aussi, ce que tu dis est vrai. Et ce que Dana aussi dit est vrai. Parce qu'elle aussi... Vas-y, là-bas. Quand on l'a appelé, c'est le même jour. Le jeudi à 9h. Un enfant pour partir là-bas, le même jour. Tu dis? Non. Un enfant. Elle m'a dit que quand on l'a appelé, c'est quand elle est arrivée au secrétariat comment on appelle ça, de protocole d'État, qu'on l'a fait savoir qu'elle devait rencontrer le président. Et elle a pris attache avec le président de son parti par messagerie. Bon, je suis d'accord avec Princesse qu'elle aurait dû appeler séance tenante pour dire que, parce qu'elle dit que quand elle est partie, elle pensait que c'était pour une affaire la concernant parce qu'elle a été questeur au Conseil économique et social. Donc, elle pensait vraiment que c'était pour ça qu'on l'appelait, pour ses affaires personnelles. C'est quand elle est arrivée là-bas qu'elle s'est rendue compte que le président veut la recevoir en audience. Elle aurait pris attache, mais moi je pense que ce n'est pas un message qu'elle aurait dû envoyer au président. Elle aurait appelé le président, ou si elle n'avait pas le président, elle aurait dû appeler d'autres personnes du parti. Je ne l'excuse pas, elle connaît ma position. Et de deux, quand elle s'est rendue compte effectivement que ça avait une connotation politique, parce que moi, elle m'a dit qu'elle a tenu à dissocier son parti politique de elle. Mais je suis désolée, puisque tu vois les autres présidents, les autres formations politiques, tu t'en vas. Ouais. Pour éviter l'amalgame, c'est là où je suis d'accord avec Princesse que, si elle s'était levée, elle avait pris son sac partir, on l'aurait pas mis en prison. Je suis d'accord. Et même la grande, ils vont rencontrer Oligui pour dire quoi, en fait? Moi, j'aimerais savoir.
C'est aussi ça la question. Ils vont hein. rencontrer C'était quoi Oligui. l'objectif? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Oligui? Je vous ai dit tout à l'heure que dans une démocratie, on partage le pouvoir avec l'opposition. Quand vous regardez la politique gabonaise, les institutions gabonaises, est-ce qu'il y a un opposant qui est président quelque part, qui gère une entité quelque part, et que c'est lui qui prend les décisions là-bas? Non! Donc, vous servez à quoi en fait? L'opposition sert à quoi? Si on comprenait que vous avez des postes quelque part et qu'il n'y a pas la dictature que nous voyons au Gabon, la tyrannie que nous voyons au Gabon, que c'est Oligui qui prend les décisions le matin, le soir, après midi, c'est lui qui prend tout en charge. On devait comprendre que, on peut vous rencontrer avec, quand vous allez partir, vous allez avoir une force, hein, pour faire reculer Oligui. Mais vous n'avez aucune force. Vous allez mendiants. Tous c'est des mendiants. Ils cherchent des postes. Ils sont là pour leur place.